Au cœur de l'océan Atlantique Nord, au large de l'Amérique du Nord, se trouve le triangle des Bermudes, également connu sous le nom de triangle du diable. Le territoire délimité par la côte atlantique de la Floride, les Grandes Antilles et les Bermudes est considéré comme le lieu où des navires, des avions et des voyageurs ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Une centaine de rapports plus tard, la légende du triangle des Bermudes continue d'irriter les chercheurs et d'intriguer le grand public. Le triangle des Bermudes est-il maudit ? Qu'est-il arrivé au HMS Atlanta, à l'USS Cyclops, au vol 19, aux gardiens du phare de Great Isaac, aux membres de l'équipage du Deering et du Marie Céleste? Autant de disparitions inhabituelles où des navires, des vols, des cabines et des équipages entiers disparaissent sans laisser de traces dans le triangle du diable. Numéro 1, le cas de Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, le brigantin canadien Dei Gratia a trouvé un voilier marchand à la dérive, désert, en désordre, mais toujours en état de naviguer dans l'océan Atlantique au large des îles Açores. Les membres de l'équipage du Dei Gratia se sont doutés de l'évidence, une attaque de pirates. Ils se sont rendus sur le navire désert pour découvrir que si aucun membre de l'équipage n'était à bord, comme on le soupçonne après une attaque de pirates, tous les effets personnels du capitaine et la cargaison du navire étaient intacts. 9 barils de la cargaison étaient vides et le canot de sauvetage était manquant. Il n'y avait personne à bord du navire, le Marie Céleste. Le capitaine Benjamin Briggs a pris le Marie Céleste en charge le 7 novembre 1872, depuis New York, dans l'espoir de rejoindre Gênes, en Italie, pour transporter 1701 barils d'alcool brut. Il était accompagné de 7 membres d'équipage, de sa femme Elisabeth et de leur fille en bas âge, Sophia. Les membres de l'équipage du Dei Gratia avaient fait leur voyage depuis l'Italie à peu près au même moment où les membres de l'équipage du Marie Céleste s'étaient aventurés vers l'Europe. Lorsqu'ils ont trouvé le navire à la dérive dans l'Atlantique Nord, ils ont rapidement fait signe au navire, mais n'ont eu aucune réponse. C'est étrange, mais pas autant que découvrir que tous les membres d'équipage ont disparu, que la cargaison n'a pas été touchée et que la dernière entrée dans le journal du navire remonte à 9 jours seulement. Une attaque de pirates a rapidement été écartée, tout comme une fraude à l'assurance. Et il n'y a jamais eu beaucoup de place pour un phénomène naturel. Que s'est-il passé ensuite ? En examinant de plus près le journal du marin, les gens ont compris que le navire avait traversé les limites floues du triangle des Bermudes. À l'époque, cependant, personne ne soupçonnait que la disparition des membres à bord du Marie Céleste était directement liée au mystère plus vaste du triangle du diable. Bien qu'il ne s'agisse pas encore d'une explication technique, beaucoup pensent que les membres disparus du Marie Céleste pourraient être les premières victimes du tristement célèbre triangle des Bermudes. Numéro 2, Helen Austin. Les navires fantômes ne sont pas rares. En fait, des milliers de navires sans équipage dérivent sans but en mer. Ils n'ont rien de particulièrement mystérieux, mais le cas d'un navire fantôme de 1881 qui a coulé la vie à non pas un, mais à 2 équipages a suscité un certain intérêt. Le capitaine Bake, à la tête de l'Helen Austin, un navire de 201 pieds de long entre Londres et New York, a repéré quelque chose de particulier dans l'Atlantique Nord. Il s'agissait d'un petit navire flottant sur l'eau sans direction particulière. Bake a observé le petit navire pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il décide d'envoyer une partie de son équipage pour enquêter davantage. Ils n'ont rien trouvé. Cela ne veut pas dire que le navire avait été saccagé et attaqué par des pirates, mais que l'équipage n'a rien trouvé d'anormal sur le petit navire. Les possessions du capitaine étaient toutes là. Il y avait de nombreuses provisions et tout semblait assez ordinaire. Ceci, bien sûr, à part le fait que le navire n'avait personne à bord. Bake est intrigué et décide d'enquêter davantage, mais il doit rentrer à New York. Il envoie un équipage de prise sur le plus petit navire et lui demande de longer l'Helen Austin pour revenir à la côte. Les choses se déroulent normalement jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, une tempête de mer sépare leurs chemins. Encore une fois, les tempêtes de mer ne sont pas rares et les navires retrouvent le chemin de l'autre. Le petit navire a été repéré 2 jours après la tempête par le capitaine Bake grâce à sa longue vue. Cette fois encore, le navire était sans équipage. Bake était trop effrayé pour envoyer une autre équipe de prise sur le navire, bien que certaines histoires suggèrent qu'il a envoyé un autre équipage qui a connu le même sort. Il décida de laisser le navire en place et poursuivit le voyage de retour d'Helen Austin à New York sans lui. D'autres navires ont signalé la présence du vaisseau fantôme qui correspondait à la description de Bake. Certains auraient même entendu des cris provenant du vaisseau. Après l'expérience d'Helen Austin avec le vaisseau paranormal, personne n'a tenté de le ramener à terre avec lui. Il est toujours là, dans le triangle des Bermudes. Numéro 3,
le phare de Great Isaac. Les histoires de navires perdus en mer, d'avions dont on n'a plus jamais entendu parler et de voyageurs qui ont osé s'aventurer dans le tristement célèbre Triangle du Diable pour ne jamais revenir et raconter leurs aventures, tout cela fait partie des mythes urbains, des légendes et des histoires vraies du Triangle des Bermudes. Mais la disparition de 2 gardiens de phare n'était pas du tout comme les autres. Elle a déclenché une recherche à l'échelle nationale et le gouvernement a publié une réponse à l'inquiétude croissante concernant la pénitence du Triangle des Bermudes pour les humains. Nous sommes en 1969 et les habitants du continent des Bahamas s'inquiètent de plus en plus pour Ivan Majors et B. Mullings, 2 gardiens de phare de l'îlot Great Isaac, après que leurs appels soient restés sans réponse. Ils décident qu'il serait préférable de se rendre au phare et d'enquêter par eux-mêmes. Tout était en place, les quartiers du gardien étaient bien rangés et bien entretenus, tout était là où il fallait et rien n'était détruit. Pourtant, Majors et Mullings étaient introuvables. Lorsque l'équipe de secours s'est rendue au phare, elle a entendu des bruits provenant de l'intérieur, mais a réalisé plus tard qu'il s'agissait simplement d'appels radio sans réponse. Justement, si Majors et Mullings avaient quitté le phare, ils auraient éteint la radio. Que leur est-il arrivé ? Le gouvernement des Bahamas a suggéré que la disparition des gardiens pourrait être liée à un réseau de trafic de drogue. Soit ils en faisaient partie, soit ils ont été piégés sans le savoir. Dans les 2 cas, il n'y avait aucune preuve. Cela a conduit à la 3e explication la plus plausible. Majors et Mullings étaient 2 autres victimes du Triangle des Bermudes. Numéro 4, vol 19. 480 000 km² ont été explorés en 5 jours. Pourtant, personne n'a pu localiser les 5 bombardiers à torpilles TBM Avenger qui ont décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride. Connus collectivement sous le nom de Vol 19, les 5 bombardiers à torpilles devaient effectuer des exercices de routine connus sous le nom de problème de navigation numéro 1. 18 de ces exercices de 3 heures avaient été effectués sans problème. Mais le vol 19, dirigé par l'expérimenté lieutenant Charles C. Taylor, a connu des circonstances improbables et un destin inexplicable. Nous sommes en décembre 1945 et le vol 19 doit se diriger vers l'est depuis la côte de la Floride et effectuer des essais de bombardement. Encore une fois, 18 missions réussies avaient été effectuées lorsque Taylor a dirigé les 5 bombardiers à torpilles au-dessus de l'Atlantique Nord. Cependant, le vol 19 était différent. Peu de temps après le début du vol, Taylor a signalé par radio aux autres pilotes qu'aucun de ses 2 compas ne répondait correctement. Il a déclaré que les boussoles ne correspondaient pas à sa position et pointaient vers l'océan. Les affirmations de Taylor n'avaient aucun sens. Le vol 19 avait effectué son exercice au-dessus de Chicken and Hens Shoals aux Bahamas, moins d'1 heure auparavant. Pourtant, le pilote expérimenté était en quelque sorte convaincu que l'équipage se dirigeait dans la mauvaise direction lors de son retour en Floride. Les choses ne font que s'aggraver. Aucun des autres pilotes ne croit que les boussoles sont cassées et demande instamment à Taylor de suivre leur vol de retour habituel. Taylor a d'abord accepté avant d'annuler son ordre un peu plus tard et de faire demi-tour à nouveau. Et puis, il y a eu un silence radio. La marine a immédiatement fait appel à des avions de recherche pour retrouver la patrouille disparue. Les restes du marineur et de ses 13 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés, mais on pense généralement que l'hydravion a explosé peu après le décollage. Le vol 19 pourrait-il être une autre victime du Triangle des Bermudes ? Numéro 5, l'USS Wildcat. La piraterie a prospéré dans les Caraïbes au XVIIe, XVIIIe et dans une partie du XIXe siècle. Si les pirates existaient partout où il y avait de l'eau, ils étaient particulièrement florissants dans les Caraïbes, avec plusieurs ports pirates dans la région, rendant les navigations dans l'océan des Caraïbes particulièrement propices au vol, à l'extorsion ou au meurtre. Cependant, au XIXe siècle, les gouvernements ont commencé à riposter, en envoyant des goélettes armées sur les océans pour mater les raids de pirates. L'USS Wildcat était l'une d'entre elles. Il s'agissait d'un navire de la marine américaine de 48 tonnes, faisant partie de l'escadron des Antilles, armé de 3 canons et comptant 31 membres d'équipage. Le lieutenant Ligre, qui avait une bonne expérience de la maîtrise des pirates en haute mer, était le meilleur homme pour ce travail. Seulement, l'USS Wildcat n'a jamais terminé le travail qu'il devait faire. Le 28 octobre 1824, le Wildcat a été perdu dans un coup de vent, alors qu'il naviguait entre Cuba et l'île Thompson. Aucun des 31 membres d'équipage n'a jamais été retrouvé. Certains pensent que les pirates sont arrivés avant eux, d'autres qu'ils se sont noyés après une tempête de mer, mais beaucoup pensent qu'ils se sont aventurés un peu trop près du Triangle du Diable. Numéro 6, MU-2B. Il y a eu 161 incidents documentés avec 363 décès impliquant le MU-2 en 2019.
Le Mitsubishi MU-2 est un avion japonais à aile haute et à turbopropulseur bimoteur. C'est l'un des avions les plus performants du pays, avec plus de 700 exemplaires fabriqués au Japon et aux États-Unis. C'est aussi, ironiquement, le plus dangereux. Bien qu'il y ait toujours eu des problèmes de sécurité autour du MU-2, personne n'était prêt pour l'épave qu'ils allaient trouver en mai 2017. 2 heures à peine après son décollage des Bermudes, alors qu'il se trouvait à 7300 mètres au-dessus de la Terre, le MU-2B a inexplicablement perdu le contact avec le contrôle aérien. Les tentatives de reprise de contact ont été vaines, et une mission de recherche a été immédiatement lancée. Au cours de la semaine suivante, les navires de la marine et les tentatives de sauvetage ont trouvé le MU-2B réprimandé et battu dans l'eau. On s'attendait à ce que les passagers se soient noyés. Ce qui est particulier au sujet du vol MU-2B, c'est que l'avion a mystérieusement disparu du radar, alors que rien d'inquiétant n'a été noté par le pilote ou capté par la station aérienne pendant que l'avion était en vol. Numéro 7. USS Cyclops. On s'attendrait à trouver des traces d'un navire de guerre de 165 mètres de long. Il ne peut pas se volatiliser comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qu'est le mystère entourant le triangle du diable. Des navires, des avions et toutes les personnes à bord disparaissent sans laisser de traces. On ne se souvient que des histoires de leur terrible disparition et des mentions dans les histoires de fantômes. Mais l'histoire de la disparition de l'USS Cyclops est véritablement terrifiante. 306 membres à bord du navire militaire ont disparu sans laisser de traces. Il s'agit de la perte des vies humaines la plus importante de l'histoire de la marine américaine, alors qu'elle n'était pas activement engagée dans une guerre, bien que certaines théories concernant la disparition du Cyclops suggèrent que les Allemands auraient coulé le navire. Cette théorie reste débattue, et le gouvernement allemand niant avec véhémence tout acte répréhensible. Alors, qu'est-il arrivé au USS Cyclops? Un peu d'histoire ici serait justifiée. La flotte navale transportait plus de 8000 tonnes de minerais de manganèse destinés à la fabrication de munitions. Le navire traversait la Barbade pour rejoindre l'île de Baltimore. On craignait que le navire soit chargé au-delà de sa capacité maximale. Cependant, lorsque l'USS Cyclops a fait une escale imprévue à la Barbade, il a été réexaminé et a reçu le feu vert. C'est la dernière fois que quelqu'un a vu le USS Cyclops. Plusieurs théories ont été présentées au fil des ans. Des raids allemands, des minerais de manganèse se transformant en bouillie et faisant couler le navire, un tremblement de terre sous-marin, en fait tout ce qui pourrait expliquer l'inexplicable. Et puis, il y a une théorie moins réconfortante qui implique le triangle des Bermudes. L'USS Cyclops aurait franchi les limites du triangle du diable et serait devenue sa victime la plus massive à ce jour. Ironiquement, 2 des navires frères du Cyclops se sont également noyés. Numéro 8. Star Tiger. La légende du triangle des Bermudes n'a pas vraiment pris de l'ampleur avant la disparition du Star Tiger en 1948 et celle du Star Ariel qui a suivi. Il s'agissait d'un avion de passagers appartenant à la British South American Airways, BSAA, et exploité par elle, qui a disparu sans laisser de traces au-dessus de l'océan Atlantique alors qu'il effectuait un vol entre Santa Maria aux Açores et les Bermudes au petit matin du 30 janvier 1948. Numéro 9. La théorie de la ceinture de radiation de Van Allen. Le triangle des Bermudes est l'anomalie la plus extraordinaire au monde. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette région vaguement définie au large des côtes des États-Unis qui a décidé du sort de plus de 50 navires et 20 avions? Certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel, tandis que les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir une explication logique pour mettre fin à la discussion une fois pour toutes. Le mot-clé ici est « pourrait ». Les scientifiques n'ont pas encore fourni d'explications concrètes aux événements survenus au Triangle du Diable, ou dans ses environs, au cours des siècles derniers. Mais ils ont émis plusieurs suggestions. L'une d'entre elles a quelque chose à voir avec la ceinture de radiation de Van Allen. Imaginez ça, 2 ceintures magnétiques recouvrent toute la circonférence de la Terre. Elles ont la forme d'un beignet en gros, mais la ceinture de Van Allen intérieure a une forte inclinaison autour de la région définie comme le triangle des Bermudes. Qu'est-ce que cela signifie? Le rayonnement du Soleil est plus intense à cet endroit. Donc, les charges électromagnétiques de cette région sont surchargées. En d'autres termes, le champ magnétique est faible au-dessus du triangle des Bermudes, et les électrons surchargés peuvent interférer avec les systèmes de navigation. Cette théorie explique des phénomènes comme celui du vol 19, où le capitaine a insisté sur le fait que ces 2 compas ne fonctionnaient pas au-dessus de la zone. Et bien que nous envisagions la possibilité que cela puisse perturber les systèmes de navigation et faire dévier les navires de leur route, cela n'explique toujours pas les centaines de vies humaines de l'équipage qui ont été supposées mortes, parce qu'elles n'ont jamais atteint le rivage. Leurs navires l'ont fait. Il y avait l'épave de leurs navires et avions dans certains cas, mais les humains à bord n'ont jamais été vus ou entendus à nouveau.
Numéro 10, le tout premier récit du Triangle du Diable. Le premier récit de choses inexplicables se déroulant dans la région identifiée comme le Triangle du Diable remonte au XVe siècle, 1492, si l'on en croit les journaux de bord de Christophe Colomb. C'est exact, le premier récit connu du Triangle des Bermudes est une anomalie du père du Nouveau Monde. Nous sommes en 1492 et Christophe Colomb se dirige vers ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Il pensait en fait se rendre en Inde, mais c'est un autre sujet. Pendant ce temps, il se trouve au large des côtes des États-Unis et remarque que quelque chose de particulier se produit sur la côte de l'actuelle Floride. Il y a eu, ce qu'il prétend être, un éclair de feu qui a éclaté au-dessus de la zone. Colomb et l'équipage du Santa Maria ont rapporté avoir vu des lumières étranges un jour avant le débarquement à Guanahani. Colomb croit qu'il s'agit d'un feu, mais le reste des membres de l'équipage pensent qu'il s'agit d'une source lumineuse non identifiée. En tout cas, c'était suffisamment mystérieux pour que les personnes à bord l'inscrivent dans leur journal de bord. Si Colomb avait été plus curieux, il se serait dirigé vers les lumières et aurait commencé son voyage. Il aurait pu être la première victime connue du Triangle des Bermudes. Pouvez-vous imaginer comment cela aurait pu changer le cours de l'histoire telle que nous la connaissons? Numéro 11. Sorcellerie. Non, nous ne suggérons pas que la sorcellerie est impliquée dans les disparitions inexplicables autour du Triangle des Bermudes. Mais nous ne le suggérons pas non plus. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de la pratique mythique des sorts, potions et malédictions. Il s'agit d'un bateau de croisière nommé Witchcraft, qui a quitté les côtes de Miami en 1967. Dan Burak et son ami, le père Patrick Organ, avaient pris d'assaut le yacht de luxe de 23 pieds pour assister aux illuminations de Noël de Miami. Les deux hommes s'étaient rendus exactement à 1 mille de la côte pour assister à l'événement. Cette nuit-là, Burak a lancé un appel de détresse par radio aux gardes-côtes, les informant que l'hélice du bateau avait heurté quelque chose sous l'eau et que le navire devait être remorqué. Le récepteur a noté que Burak n'était pas trop préoccupé par l'hélice endommagée. Cela pourrait s'expliquer par le fait que Witchcraft était pratiquement indestructible et disposait de plusieurs équipements de sauvetage, de canaux de sauvetage, de systèmes de navigation, etc. Parallèlement, Burak avait planifié ce voyage depuis des mois et s'était donc assuré que les conditions météorologiques seraient propices à la navigation. Les gardes-côtes ont envoyé une fusée éclairante à l'emplacement du Witchcraft en 20 minutes au plus. Cependant, lorsque la fusée a atteint l'emplacement présumé du Witchcraft, le yacht n'était plus visible. Le récepteur a essayé d'appeler Burak à nouveau, mais n'a pu établir de connexion. Le lendemain, une mission de recherche est organisée pour retrouver les deux hommes et leur navire, mais on n'a depuis rien trouvé des deux hommes disparus. Numéro 12. Théorie de Charles Berlitz. Lorsque vous ne parvenez pas à trouver une explication apparemment logique à un mystère, il est peut-être temps d'envisager les plus illogiques. Charles Berlitz, polyglotte et auteur américain, pensait que la zone située sous le Triangle des Bermudes abritait la cité perdue de l'Atlantide. Berlitz fondait sa théorie sur ses études de géophysique, de psychisme et de littérature classique, de tradition tribale et d'archéologie. Certains affirment que l'homme voulait tellement croire en l'Atlantide qu'il a élaboré toute une théorie sur son existence en se basant sur quelque chose qui n'avait pas non plus d'explication. Cela a peut-être fonctionné, car la publication de Berlitz sur le sujet en 1974, le Triangle des Bermudes, a eu un certain succès. Il avait déjà défendu l'existence de l'Atlantide dans un autre de ses livres. Cependant, il n'avait pas précisé où elle se trouvait réellement. Les théories de Berlitz ont, à juste titre, suscité des objections. Certains sont allés jusqu'à lui reprocher de fonder un faux récit sur des preuves qu'il avait également fabriquées. Mais vous savez quoi? Personne d'autre n'a jamais offert une explication aussi précise que Berlitz non plus. Numéro 13. USS Proteus. Vous avez peut-être entendu parler du navire jumeau de l'USS Proteus, l'USS Cyclops, plus connu pour avoir été la plus grande perte de vie humaine de la marine américaine lorsque le pays n'était pas engagé dans une guerre active. Mais saviez-vous que les deux navires jumeaux du Cyclops, l'USS Proteus et l'USS Nereus, ont également été perdus dans la région du Triangle des Bermudes dans des circonstances tout aussi inexplicables? Le navire était le premier de sa classe de 4 colliers. Le Proteus en a fait commencer son voyage bien avant 1914 et a effectué avec succès plusieurs voyages pour transporter du charbon et d'autres marchandises à destination en provenance des États-Unis. Près de 3 décennies plus tard, c'est-à-dire en 1941, le navire a effectué son dernier voyage en transportant du charbon et n'a plus jamais été vu ni entendu. L'idée que l'Allemagne avait quelque chose à voir avec cette affaire était assez populaire et aussi assez convaincante. Cependant, les forces allemandes ont nié tous méfaits. Cela nous ne laisse qu'une seule explication ou absence d'explication, le triangle du diable.
Numéro 14, Carol A. Deering. Faire passer une disparition mystérieuse dans les limites du triangle des Bermudes pour des victimes du triangle du diable n'offre déjà que peu ou pas d'explications. L'histoire de Carol A. Deering continue de hanter les gens, non seulement en raison des circonstances mystérieuses du navire Deering lui-même, mais aussi de la situation qui a précédé la disparition des membres de l'équipage. Carol A. Deering était une goélette commerciale à 5 mâts, vue pour la dernière fois naviguant les Diamond Shoals au large de la Barbade. Les Diamond Shoals sont bien connus comme le cimetière de l'Atlantique. Le navire qui aurait vu Deering se diriger vers les Diamond Shoals a tenté d'alerter les membres d'équipage sur le pont, mais n'a reçu aucune réponse. Certains pensent donc que le navire n'a pas été victime du Diamond Shoals, mais plutôt du triangle des Bermudes. Le Deering a une histoire compliquée dès le départ. William H. Merritt était à l'origine le capitaine du navire, et son fils était son second. Mais il a dû être rapidement remplacé par Willis B. Wormel après être tombé malade. Wormel, bien qu'étant un capitaine expérimenté, n'était apprécié d'aucun de ses membres d'équipage, et surtout pas de l'ingénieur du navire. Les rumeurs suggèrent que Charles B. McLean a menacé de mettre fin à la vie de Wormel dès que le navire a atteint Baltimore. Il a ensuite été arrêté pour ivresse et trouble de l'ordre public, mais Wormel a payé sa caution. Certaines explications sur ce qui s'est passé suggèrent que McLean a mis sa menace à exécution et a tué Wormel, a noyé son corps, puis n'a pas été capable de naviguer sur la mer tout seul. Voici ce que nous savons. Le Deering a tenté d'entrer en contact avec un phare dont le gardien affirme qu'un homme aux cheveux roux lui a crié dans son mégaphone qu'ils avaient perdu leurs ancres. Le gardien dit qu'il contacterait la station la plus proche pour leur demander de l'aide, mais il ne l'a jamais fait car il n'a pas pu établir de connexion radio. Nous savons ensuite qu'un garde-côte a trouvé le Deering abandonné et en désordre le long des Diamond Shoals, avec les effets personnels de l'équipage, l'équipement de navigation, les journaux de bord et le canot de sauvetage manquant, mais qu'un repas était en train d'être préparé. C'était en 1921 et les gardes-côtes ont clos l'enquête pas plus de 2 mois plus tard, suggérant que le Deering se dirigeait vers les Diamond Shoals. Et Wormel leur a suggéré de quitter le navire et d'essayer de trouver la côte grâce au canot de sauvetage. Mais aucune de ces théories n'a de sens. Le navire naviguait dans la direction du Diamond Shoals bien avant d'être découvert abandonné. Et si les membres d'un autre équipage pouvaient s'apercevoir que le navire se dirigeait dans cette direction, un marin expérimenté comme Wormel aurait sûrement pu le constater plus tôt et détourner le navire. De plus, si McLean avait mis sa menace à exécution, pourquoi aurait-il abandonné le navire ? Wormel aurait été dépassé en nombre et tué. Pourquoi le reste de l'équipage aurait-il quitté le navire pour s'aventurer dans l'inconnu sur un canot de sauvetage ? Les enquêteurs pensent avoir fait une grande découverte lorsqu'un homme du nom de Christopher Gray Columbus se présente avec un message dans une bouteille que McLean aurait écrit. Le message semblait suggérer que le navire avait été attaqué par des Allemands et qu'ils avaient emmené tous les membres de l'équipage avec eux, en laissant entendre qu'ils allaient les tuer. La note, bien qu'identifiée comme étant l'écriture de McLean, complique encore l'histoire. Comment a-t-il eu le temps de trouver un stylo, du papier, une bouteille, puis de jeter cette bouteille en pleine mer si les Allemands attaquaient le Deering ? Columbus a fini par admettre qu'il avait tout inventé. Cela nous conduit à ce que nous croyons être l'explication la plus plausible. Le Carol A. Deering était une autre victime du triangle des Bermudes. Numéro 15, disparition de Perry Cohen et Austin Stephanos. L'un des exemples les plus récents de la pénitence du triangle du diable pour la chair humaine remonte à 2014, lorsque 2 garçons, Perry Cohen et Austin Stephanos, se sont aventurés dans une partie de pêche au large de Tequesta, en Floride. Les 2 garçons de 14 ans étaient des pêcheurs passionnés et leurs familles ont déclaré qu'ils avaient voyagé pas trop loin de la côte, bien plus de 20 fois dans le passé. Le 24 juillet, cependant, a été différent. Auparavant, leur bateau avait été contrôlé par des organismes de réglementation afin de s'assurer que tous les équipements de sécurité étaient sur le pont. Ils l'étaient. Le grand-père de Stefano a même suggéré que le jeune homme de 14 ans était l'une des meilleures personnes pour diriger un bateau. Les garçons informaient régulièrement leurs parents de leurs allées et venues comme ils l'ont fait en juillet 2014. Ils ont été vus pour la dernière fois au Jib Yacht Club et à la Marina, où ils ont dépensé environ $100 en essence. Stefanos a ensuite envoyé un message à ses parents vers 11h25. Les amis du couple pensent que les 2 personnes avaient secrètement prévu de se rendre aux Bahamas sans en parler à leur famille. En témoignent plusieurs messages Instagram que le couple avait envoyés à ses amis et qui laissaient entendre qu'ils allaient le faire. Cependant, les gardes-côtes pensent que les 2 adolescents ont été les victimes malheureuses d'une tempête, se déplaçant dans leur direction lorsqu'ils ont quitté le Yacht Club. Les garçons n'ont jamais été vus ou entendus à nouveau. Leur bateau, cependant, a été retrouvé abandonné avec le commutateur d'allumage éteint en mars 2016. Le fait que l'interrupteur ait été coupé suggère un acte criminel, mais là encore, aucune preuve n'a pu le confirmer.
Il y avait aussi le fait particulier que l'iPhone de Stefanos était toujours sur le pont. Il a ensuite été placé en détention. Le crowdfunding a permis aux parents du garçon d'engager des détectives privés et plusieurs célébrités ont soutenu la recherche de Cohen et Stefanos. Mais encore aujourd'hui, nous ne savons rien de ces deux garçons.